Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre troisième vidéo et c'est la deuxième qui va parler d'un trouble alimentaire bien précis. On va parler aujourd'hui de la boulimie qui est le deuxième trouble alimentaire le plus connu. C'est à différencier de l'hyperphagie et des grignotages compulsifs, ça on le verra dans une autre vidéo. Pour les personnes hémétophobes, je mettrai un petit trigger warning juste là au moment d'évoquer les sujets que j'enlèverai dès que ce sera terminé. C'est un des troubles les plus sévères parmi les TCA puisqu'il est difficilement détectable par l'entourage, puisqu'il ne va pas y avoir de prise de poids ni de perte de poids importante, étant donné que la personne va éliminer ce qu'elle va ingérer. Ok, mais c'est quoi concrètement la boulimie? Par définition, c'est un besoin incontrôlable d'ingérer une grosse quantité de nourriture en très peu de temps, en ayant un comportement compensatoire par la suite pour éliminer ce qui vient d'être avalé. Il y a deux types de boulimie. La boulimie dite vomitive, où là les comportements compensatoires seront des vomissements, et la boulimie non vomitive, où là les comportements compensatoires seront différents. On peut retrouver la prise de diurétiques, de laxatifs, une pratique de sport vraiment très intensive, voire même excessive, un jeûne sur une plus ou moins grande période. Très souvent, on va retrouver une dépression et ou une anxiété associée à la boulimie. On peut aussi souvent retrouver des troubles addictifs. On va avoir 3 critères à prendre en compte pour poser un diagnostic. Le premier, ça va être des crises récurrentes de consommation excessive de nourriture, faites de façon incontrôlable, avec un sentiment de perte de contrôle, et ces crises auront lieu au minimum une fois par semaine, pendant au minimum 3 mois. Et ça, c'est vraiment le minimum, puisque bien souvent, c'est plus, ça peut aller jusqu'à 10 crises par jour pour les cas les plus sévères. Le deuxième critère, ça va être les comportements compensatoires qui vont avoir lieu après chaque crise de consommation alimentaire. Et le troisième critère, ça va être une préoccupation très, voire trop importante de son poids, de sa forme corporelle de façon générale. On ne prendra pas en compte le nombre de crises. C'est-à-dire que ça peut être juste 1 ou 2 par mois, ça rentrera dans la boulimie dite atypique. On peut aussi retrouver des vomissements ou des compensations après des repas jugés trop lourds, trop caloriques. Par exemple, après un repas de fête, un repas de famille. Vraiment, ça va être des cas un peu plus isolés. Ça sera beaucoup moins récurrent que dans la boulimie typique. Bien sûr, je ne suis ni médecin ni psychiatre. Je ne suis pas habilitée à donner un diagnostic. Si jamais tu te retrouves dans ces comportements, n'hésite pas à te rapprocher de ton médecin ou de ton psychiatre ou ta psychiatre, d'un proche ou une proche pour en parler et pour éventuellement poser un diagnostic et te faire aider. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner, ça aide ma chaîne à se développer et ça me fait plaisir, et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Comme pour l'anorexie, les causes vont être multifactorielles. En général, on va voir la boulimie apparaître pendant l'adolescence, mais elle peut aussi apparaître après. Par exemple, après un deuil, une rupture, après une période de stress intense ou quelque chose de grave qui s'est produit dans notre vie. Du côté familial, on va avoir des relations assez dysfonctionnelles. On pourra observer aussi qu'un des deux ou les deux parents vont faire des régimes à répétition, vont être trop centrés sur leur poids, sur leur forme corporelle, sur leur apparence et vont projeter cette peur, ce besoin d'image parfaite sur le corps de leur enfant. Les parents vont vraiment être trop sur le dos de leur enfant ou de leur ado, à surveiller le moindre petit truc qui va être mangé, à faire des réflexions du type « mange pas autant »,« attention à ce que tu manges »,« t'aurais pas pris un petit peu de poids »,« tu devrais te remettre au sport ». C'est des petites choses qui paraissent anodines, mais qui au final font mal. Il y a aussi certaines transmissions génétiques, telles que l'impulsivité ou les tendances à l'addiction, qui vont être vraiment des signes bien importants dans la boulimie. Il y a aussi le fait d'avoir vécu des traumatismes, que ce soit pendant l'enfance ou plus tard, qui peuvent amener à la boulimie par la suite. Du côté de la société, on retrouvera notre habituelle course à la minceur, l'image de ce corps parfait qu'on doit montrer, à faire une taille 36, pas avoir de bourrelet, pas de gras, la police, bref, une image parfaite. Et même si les standards de beauté évoluent avec le temps, on a toujours cette forme d'oppression sur ce à quoi doivent ressembler nos corps pour être acceptés de la société. On voit aussi beaucoup de trends sur les réseaux, je pense notamment à TikTok, par exemple sur l'IMC, sur le poids, sur le tour de taille. À une époque, on avait les écouteurs filaires qu'on devait se passer autour de la taille et si on ne faisait pas le tour de notre taille avec les écouteurs, c'est qu'on était considéré comme trop gros ou trop grosse. Les écouteurs, c'est fait pour écouter la musique, pas pour faire un tour de taille. Mais bon, ça, voilà. C'est un exemple tout bête, mais de choses qui peuvent faire de gros dégâts.
puisque ça peut amener certaines personnes qui n'étaient pas complexées de base à avoir ce complexe par la suite et donc à développer des troubles alimentaires. On sait en plus que sur ces réseaux-là, il y a beaucoup de jeunes. Il y a les parents avec leurs jeunes enfants qui sont à côté, qui voient, qui entendent. Et le fait d'être confronté à ce genre de comportement dès l'enfance, ça emmène l'enfant à comprendre qu'il faut rentrer dans un moule pour être accepté. Et l'enfant risque de développer des troubles alimentaires comme ça, ou d'en faire développer à d'autres enfants en allant juger, critiquer, se moquer, ou en se comparant aux autres. D'ailleurs, en parlant des enfants, c'est aussi pour ça qu'il faut un peu lâcher prise et les laisser tranquilles avec l'alimentation. Évidemment, si jamais il y a un surpoids ou un sous-poids sans raison apparente, on consulte les médecins, les pédiatres pour voir s'il n'y a pas un problème de santé. Là-dessus, on est bien d'accord. Mais on va les laisser tranquilles et les laisser se réguler sur leur assiette. Alors c'est pas toujours évident, surtout quand on a soi-même un trouble alimentaire. Et là, je parle en tant que maman qui a des troubles alimentaires. Ça demande un gros lâcher-prise et un gros travail sur soi, mais ça se fait. Et c'est pour le bien de l'enfant. C'est pour ça qu'il est aussi important de leur apprendre, dès le plus jeune âge, à ne pas juger, critiquer, se moquer ou se comparer aux autres. Ça peut faire du mal aux autres et à soi. Comme l'anorexique, ça va commencer par un régime strict et restrictif dans l'idée de perdre du poids. La personne va avoir une faible estime de soi, ne va pas aimer son physique, sa corpulence, son poids et va avoir peur d'être rejetée. Cette personne va donc, au travers des régimes, apprendre tout ce qu'il y a à apprendre sur la nutrition, sur les calories et sur les quantités à ingérer. On observe aussi chez ces personnes un besoin d'hyper-contrôle dans tous les aspects de leur vie. Et c'est pour ça que de connaître la nutrition sur le bout des doigts, c'est aussi une forme de contrôle, ça leur donne un cadre très rassurant. Mais ce besoin de contrôle et de perfection peut être complètement anéanti pour cette personne par le fait de vomir. Puisque vomir, c'est souvent perçu comme sale. Donc la personne va avoir un sentiment d'échec, d'avoir vraiment ruiné tous les efforts. Mais le fait de le faire va être quelque chose de vraiment incontrôlable. Après, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont choisir d'autres méthodes de compensation. Et là, c'est le début du cercle vicieux. Le régime restrictif qui va mener à la faim intense, tôt ou tard, plus souvent tôt que tard, crise, compensation, culpabilité, restriction et ainsi de suite. Contrairement aux anorexiques, les boulimiques vont avoir conscience assez tôt de la maladie. En fait, elles vont subir leur addiction à la nourriture et à leur comportement. Bien sûr, ça c'est une règle générale. Il y en a qui vont s'en rendre compte plus tard ou d'autres qui ne s'en rendront jamais compte parce qu'elles vont penser que leur comportement alimentaire est tout à fait normal. Avant la crise, il va y avoir un sentiment de vide intérieur, de solitude, d'ennui. Et pour combler ce manque, on va ressentir une faim dite compulsive, qui est différente de la faim physiologique. Là, c'est la faim de ton corps. Et donc la personne va se jeter sur la nourriture. Tu te souviens quand tu étais enfant et qu'on te disait « Bah tiens, tu es triste, prends un petit carré de chocolat ou prends un bonbon ou prends-toi un petit gâteau. » Ça y est, on y est. Donc ça va être sur des aliments dits doudous que la personne va aller. Très souvent, ça va être les aliments caloriques, gras, qu'on s'interdit en temps normal. De manière générale, les crises auront lieu en dehors des repas et en cachette parce que la personne a honte de ce qu'elle fait. Une fois que la consommation a débuté, il est très difficile, voire même impossible de s'arrêter. Donc la personne va manger. En fait, elle va se remplir jusqu'à être mal physiquement. Et une fois la crise passée, il va y avoir vraiment ce sentiment de honte, de dégoût de soi, de culpabilité qui va arriver. Et du coup, les comportements compensatoires vont entrer en jeu à ce moment-là. Mais du coup, il suffit juste de ne pas acheter les aliments sur lesquels on craque. Ça, c'est le discours qu'on entend très souvent, même de la part de professionnels de santé. Alors que c'est totalement contre-productif. Ajouter une restriction à quelqu'un qui se restreint seul de base et qui va mener à des crises par la suite, est-ce que tu vois un petit peu la contradiction ? Je vais te donner un exemple très concret. Admettons, tu as envie d'un cookie. Parce qu'après tout, les cookies, c'est super bon. Et qui n'aime pas les cookies ? Vraiment, je me demande. Tu en as envie. Mais là, tu vas te dire, c'est trop gras, c'est trop calorique, je vais grossir, je vais manger plutôt une pomme. Donc tu vas manger ta pomme. Mais tu as toujours envie de ton cookie. Tu penses toujours pareil, donc tu vas aller manger un yaourt nature sans sucre. Mais tu as toujours envie de ce fichu cookie. Donc tu vas prendre la boîte de cookies. Et là, ce qui va se passer, c'est que tu n'arriveras plus à t'arrêter. Parce que ton cerveau va se dire, wow, j'ai pas envie d'être privé de mon cookie, moi. Donc il va faire un stock. Alors que si tu avais mangé tout de suite ce cookie, ça fait beaucoup de fois le mot cookie quand même, non ?
Après tout, c'est très bon les cookies. Bref, si tu l'avais mangé tout de suite, t'en aurais mangé un ou deux et tu n'aurais pas eu cette crise. D'ailleurs, si tu recherches des recettes de cookies, j'en ai quelques-unes sur mes réseaux. Oui, c'est le petit moment pub. Et il y en a des prochaines qui arrivent parce que nous ici, on en est fans. Et du coup, on va tester des recettes de cookies sucrés et salés avec ma fille. Du coup, si tu veux venir me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir que je t'accueille. Et pour en revenir au fait de ne plus acheter les aliments sur lesquels tu craques, le jour où tu vas en racheter, ton cerveau va réagir comme le moment de ta crise et va se dire « Oula, là il y en a, faut que j'en profite » et du coup tu vas craquer. D'où le fait de ne pas se restreindre. On va trouver des conséquences sur le plan physique, mais aussi psychologique et économique. Du côté physique, on va avoir des troubles cardiaques qui pourront aller jusqu'à l'insuffisance cardiaque dans les cas les plus graves. Des troubles du système digestif, comme par exemple l'intestin irritable ou des œsophagites, donc ça c'est l'inflammation de l'œsophage, le fait de se faire vomir. Des carences en vitamines, minéraux, oligo-éléments, des problèmes rénaux, une déshydratation, des problèmes de sommeil, une aménorrhée, une fragilisation de l'émail dentaire. Et du côté psychologique, on retrouvera une baisse de l'estime de soi et un dégoût de soi, et ça en fera une cause et une conséquence de la boulimie. Un symptôme dépressif et ou anxieux est pareil, une cause et une conséquence. Un isolement social ou encore des humeurs instables. Et les conséquences économiques, la personne boulimique va acheter en grande quantité la nourriture, mais va aussi dépenser son argent dans les diurétiques, les coupes-faim, les laxatifs ou autres méthodes de compensation. En tant que proche de boulimique, c'est comme pour les anorexiques, on ne va pas juger, on ne va pas forcer la personne à faire quelque chose. On va l'accompagner, on va l'aider, on va la soutenir. Et c'est ça le plus important quand on est en compagnie d'une personne boulimique. Comme pour tous les troubles alimentaires, on peut s'en sortir et guérir. Ça va demander beaucoup de temps, de patience et surtout une aide pluridisciplinaire. On va passer par les médecins allopathiques, les psychiatres et ou les psychologues, nutritionnistes, diététiciens ou diététiciennes. Le mieux c'est d'être accompagné par des personnes qui sont spécialisées dans les troubles alimentaires. On peut aussi en complément, et j'insiste bien sur le en complément, puisque ce ne sont pas des pratiques qui vont guérir, mais qui vont aider et accompagner sur un autre plan. Allez voir des naturopathes ou des sophrologues par exemple. On va vraiment chercher à trouver les déclencheurs des crises. Pour ça, on peut s'aider par exemple d'un journal alimentaire, un peu comme un journal intime, mais vraiment basé sur l'alimentation. On y notera les ressentis avant, pendant et après la crise. On peut y noter s'il s'est passé quelque chose dans la journée, si on a reçu une mauvaise nouvelle, s'il y a eu un moment d'euphorie, parce que des fois ça peut être aussi l'euphorie qui... On est content, hop, on se récompense avec la nourriture. Donc vraiment, on va chercher ces déclencheurs et avec le temps, avec l'aide qu'on aura à côté, trouver comment les gérer différemment. Mais je le rappelle, et ça c'est vraiment important à retenir, on ne cherche pas à priver encore plus une personne qui se restreint d'elle-même. C'est vraiment contre-productif et ça va mener à encore plus de crises. Cette vidéo arrive à sa fin. Donc comme je le disais tout à l'heure, vraiment si tu te retrouves dans certains de ces comportements, n'hésite pas à te rapprocher de quelqu'un pour en discuter, pour te faire aider. Je te remettrai en description les liens de la FFAB, donc la Fédération Française Anorexie Boulimie, et de Stop TCA. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce et un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de voir vos avis et vos retours. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt!